Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Flavien Brisset de la société Premium Contact et je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour ce 4e et dernier épisode de notre série de webinars autour du besoin d'agilité IT en temps de crise. Aujourd'hui, le webinar est animé par Maltem Insight Performance. À travers nos événements off et online, nous partageons expertise, bonnes pratiques, échanges pour la communauté des acteurs de l'IT. Et c'est pour cela notamment que nous avons décidé d'organiser cette série de webinars autour des sujets de la performance IT face à la crise. Aujourd'hui, il y a un constat, il est simple, c'est que face à la situation du Covid, les directions IT et leurs équipes font face à de nouveaux challenges, comme par exemple la montée en puissance de certaines infrastructures, comme assurer la continuité des développements par des équipes désormais en télétravail, ou encore garantir la sécurité autour de cette nouvelle mobilité. En résumé, ces enjeux sont de tester la résilience de leur IT, c'est garantir la performance globale, c'est produire et assurer des runs sur des temps très courts. Place donc à ce 4e webinar, adapter et tester sa résilience IT. Je laisse la parole à Julien Castel, Product Owner de Maltem Insight Performance. N'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité de chat et questions pour interagir avec nous. On répondra à vos questions à la fin du webinar sur les 10-15 dernières minutes. Julien, c'est à toi. Ok, très bien. Moi aussi, je suis très heureux de participer à cette série de webinars et partager un peu notre retour d'expérience sur comment adapter et tester sa résilience IT. Donc, ça va être construit un petit peu de l'expérience de Maltem Insight Performance, mais aussi des retours clients que nous avons eus par rapport à leur adaptation justement dans ce contexte du Covid-19. Donc, pendant cette session, je vais passer sur plusieurs sujets. Donc, je vais rapidement présenter Maltem Insight Performance pour que vous compreniez un peu mieux quel est notre travail auprès de nos différents clients. Je vais ensuite redéfinir un petit peu le contexte. Qu'est-ce que c'est la résilience IT? C'est quoi le cadre de quoi on parle et ainsi de suite. Ensuite, on va évoquer comment s'adapter justement suivant son architecture et surtout quelles sont les latitudes qu'on peut avoir pour s'adapter suivant son architecture. Ensuite, on passera sur les étapes importantes en fait de cette adaptation, comme refaire un inventaire du catalogue de services par exemple, et ensuite mettre à jour, on va dire, les tests sur les services métiers et réseaux, par exemple. Et ensuite, en dernier point, je vous donnerai une petite to-do list pour votre lundi matin, pour vous assurer que vous êtes bien passé sur les points importants, pour vous assurer on va dire une résilience pérenne. Donc, Maltem Insight Performance, qui sommes-nous? Donc, on est une société qui développe depuis un peu plus de 10 ans une solution de monitoring IT. Donc, ça fait une douzaine d'années. On est éditeur de logiciels. On est basé au Pays Basque, en France. On est une entité qui fait partie du groupe international Maltem, qui est un groupe plutôt de consulting. Et donc, la solution MIP, Maltem Insight Performance, c'est une plateforme qui permet de mesurer la performance des systèmes d'information, principalement d'un point de vue utilisateur, en prenant en compte les aspects applicatifs, mais aussi les aspects réseau. L'objectif, c'est de fournir à nos clients une vision unifiée de la santé du système d'information, pour que les équipes IT et la DSI puissent être plutôt dans un mode proactif plutôt qu'un mode réactif. Donc aujourd'hui, on travaille principalement avec des grands comptes et des PME pour des contextes où on va avoir des applications fortement critiques ou alors des déploiements à l'international très importants avec des centaines, voire des milliers de sites utilisateurs différents. Et donc, comme l'a dit Flavien, moi je suis directeur produit chez Maltem Insight Performance. Donc on va passer donc sur effectivement, on va redéfinir un petit peu le contexte, même si Flavien l'a un peu décrit. Donc
bon, d'abord, la résilience IT, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la capacité à s'adapter à des événements imprévus et généralement plutôt externes, mais aussi à les accepter et à rebondir pour faire avancer le système d'information. Donc, généralement, c'est une activité qui est plutôt encadré par les responsables de système d'information, la sécurité du système d'information, avec tout ce qui est définition des plans de continuité d'activité ou des plans de reprise d'activité. Alors, en 2019, on va dire que habituellement, sur ces plans de continuité d'activité, plans de reprise d'activité, on traitait plutôt tout ce qui était catastrophes naturelles, événements externes ou événements qui allaient impacter l'infrastructure physique des systèmes d'information, comme un incendie dans le data center ou des choses comme ça. Et donc, on allait mettre des plans de reprise d'activité autour de ces éléments-là. Mais je crois qu'on peut tous dire que la définition en 2020, elle a bien évolué, puisque au final, est-ce que mon SI il a été dégradé? Est-ce que mon SI il a subi une panne? Est-ce qu'il a subi une défaillance, une perte de données, une attaque? Mais pas du tout en fait. Tout ce qu'on voit au-dessus dans les exemples de changements qu'on a pu voir sur ces derniers mois, comme le Covid-19, les mouvements sociaux qu'il y a eu en fin d'année, mine de rien, mais aussi des événements locaux comme le G7. Alors, moi, je vous parle de ça parce qu'on est dans le sud-ouest et nous, pendant ce G7, on n'a pas pu accéder à nos locaux. Donc, on a pu en fait s'entraîner au télétravail. Et donc, on voit qu'en fait, tout ça, c'est plutôt la capacité des collaborateurs à accéder physiquement au SI qui évolue et donc qui vont devoir collaborer non pas comme à leur habitude. Ils vont devoir faire évoluer leur façon de collaborer. Donc, on avait pu toucher du doigt un petit peu ces éléments-là avec des éléments précédents en fin d'année dernière. Donc, on voit que c'est vraiment la manière dont est utilisé le système d'information qui évolue, l'organisation, les processus qui évoluent, et pas le système d'information qui est réellement impacté, on va dire, physiquement. Donc, en définitive, les hommes, ils vont utiliser le système d'information de manière différente, et il faut donc l'adapter, s'assurer que les évolutions réalisées, elles sont efficaces pour éviter, limiter les frustrations des utilisateurs, mais aussi, évidemment, les baisses de productivité. Donc, on va maintenant évoquer un petit peu deux architectures différentes. Alors, nous, c'est des architectures qu'on voit chez nos clients. On a des clients qui vont être plutôt sur des architectures en mode full cloud, full SaaS. Donc, c'est plutôt des entreprises récentes. Donc, et après, on va avoir des entreprises plutôt hybrides. Donc, je vais les détailler un petit peu ces deux types d'architecture, puisqu'en fait, au final, ça va avoir un impact sur leur capacité à s'adapter et donc sur leur résilience. Donc, donc voilà, réellement, comment est-ce que les entreprises vont pouvoir s'adapter? Ça va dépendre clairement de leurs architectures, comment elles vont pouvoir s'adapter au fait que les utilisateurs ils ont basculé à l'extérieur de l'entreprise. Donc on n'est clairement pas tous égaux devant ces challenges. Les entreprises qui vont être full cloud, full SaaS, donc c'est de mon point de vue, donc ça va être des entreprises qui vont avoir des architectures orientées vers des services SaaS, des services d'infrastructures IaaS aussi, par exemple. Ils vont principalement basés sur des accès Internet. Donc là, principalement ici, la responsabilité que vont avoir les DSI, c'est la gestion des licences, donc s'assurer que les licences sont bien provisionnées sur les services SaaS, sur les services IaaS, ce genre de choses, mais aussi s'assurer que la disponibilité des fournisseurs est au bon niveau. Ensuite, sur les entreprises hybrides, donc elles vont avoir tous ces services SaaS, mais en plus elles vont avoir des services on-premise, des services VPN, potentiellement des liens MPLS qui vont relier leurs différents sites utilisateurs avec leur data center. Donc eux, ils vont avoir des responsabilités complémentaires. C'est la disponibilité des services on-premise, la disponibilité des services VPN, mais aussi la disponibilité des liens on-prem qui deviennent vraiment extrêmement importants.
Pour autant, d'un point de vue humain, ce qu'il faut faire lorsqu'on va adapter l'architecture, c'est bien sûr définir les bonnes pratiques, former les collaborateurs et essayer de limiter tout de même le shadow IT. Donc on voit que dans les deux cas, l'impact sur l'humain, ça reste le même. Il faut communiquer les bonnes pratiques et former afin de limiter forcément les frustrations qui peuvent être liées à ces évolutions sur le SI, mais aussi limiter les risques qui peuvent porter sur le système d'information. Donc, allons un peu plus dans le détail sur ces deux types d'architecture pour comprendre vraiment l'impact qu'il va y avoir sur le test, sur les tests du système d'information. Alors c'est vrai qu'on me pose une question rapidement, c'est quoi le Shadow IT? C'est vrai que je l'ai pas expliqué. On va dire que ça va être des utilisateurs qui vont utiliser des applications qui ont peut-être pas été validées par la DSI par exemple. Donc par exemple là, tous vos utilisateurs ils partent à l'extérieur. Peut-être que vous aviez des équipes qui étaient habituées à fortement communiquer ensemble. Eh bien, tout simplement, peut-être qu'il y en a certains qui vont mettre en place des channels Discord, par exemple, ou des choses comme ça pour parler entre eux. Mais est-ce que ça a été validé par les équipes IT? Pas forcément. Donc, c'est important aussi de prendre ça en compte. Donc, on va voir maintenant justement l'impact du on-premises, l'impact du SaaS sur la visibilité et la capacité à tester sa résilience IT. Donc là, si on voit une représentation des différentes briques qu'il y a quand on va délivrer un service à des utilisateurs, et on voit aussi que ces différentes briques, elles vont être sous notre responsabilité, donc c'est celle qu'on voit en bleu, ou alors sur la responsabilité du fournisseur en fonction de la manière dont on va déployer ce service. Donc on-premises, je vais avoir accès à tous mes serveurs, mon réseau, les OS qui soutiennent le service, mais aussi la partie applicative, la partie data. Quand j'utilise des services d'infrastructure comme AWS et du IaaS, donc là c'est des machines virtuelles qui seraient installées sur AWS, donc là j'ai plus trop à m'occuper de la partie matérielle, effectivement, et quand je passe complètement en SaaS, là le service il est complètement utilisé, fourni par mon fournisseur, et là j'ai même pas accès à l'application, à la donnée, et ce genre de choses. La seule chose que je peux faire c'est configurer. Donc, dans le cadre de l'adaptabilité du système d'information à en fonction de ces différentes possibilités, on-premises et SaaS, on va voir que en SaaS, on va, on-premises, on va voir qu'on va devoir s'assurer du bon fonctionnement de chacune des briques qu'on voit en bleu à gauche. Et en SaaS, par contre, on va avoir une visibilité plus faible sur les couches basses. On a accès effectivement qu'au métier du service. Et on va devoir tout de même s'assurer du bon fonctionnement du fournisseur. Donc on voit que plus on va déléguer un service à un tiers, moins on a de contrôle sur celui-ci, moins on a de visibilité, donc plus éventuellement la mise en place de tests pour s'assurer que ce service fonctionne bien va être on va dire, complexe. Et on voit ici aussi que plus on a de services SaaS, potentiellement, plus on va être élastique, puisqu'en fait on a moins de choses à gérer, puisque c'est délégué aux fournisseurs, et donc plus ça va être facile d'augmenter par exemple l'usage. Je prends un exemple tout simple. Si vous avez vos applications Skype qui sont hébergées on-premises, pour accueillir le flot de communication complémentaires qui vont arriver, il va peut-être y avoir besoin d'augmenter la taille des serveurs et ce genre de choses. Alors que si vous êtes en SaaS avec du Teams ou du Hangout, des choses comme ça, là c'est votre fournisseur qui va devoir être plutôt élastique. Alors pour autant, tout n'est pas rose ici. C'est pas parce qu'un fournisseur SaaS a la capacité à être élastique qu'il va s'en servir. Il y a une notion de coût pour lui derrière.
Donc c'est clairement pas parce qu'il peut être élastique qu'il va être élastique. On a très bien vu lors de cet éclatement de crise Covid que certains services SaaS comme Teams ou Padlet par exemple ont été fortement sollicités et ont mis quelques jours à s'adapter à la nouvelle charge qui était rencontrée. Il y a quelques années, il y avait des services aussi qui avaient eu beaucoup de succès comme des proxy cloud Zscaler. Mais de la même façon, ce sont des services SaaS. Pour autant, ils ont mis du temps à s'adapter à la nouvelle charge qui était induite par tous les nouveaux clients qui pouvaient arriver. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu cette différence, et donc ça va avoir un impact sur la façon derrière dont on va aller mesurer le service qu'on délivre à l'utilisateur. Donc on ne va pas mesurer de la même façon une application qui va être on-premises et une application qui va être délivrée en SaaS. Donc on va en parler d'ici quelques minutes des différentes possibilités pour tester des services métiers. Pour autant, il y a une première étape qui va être importante à réaliser. C'est c'est une étape que nous on a vécue en interne, c'est une étape que beaucoup de nos clients ont vécue aussi. Lorsque la crise du Covid a éclaté. Et donc là, ici, on a une forte évolution du système d'information. Donc il est nécessaire, lors de ce genre de crise, de refaire une passe sur son inventaire ou sur son catalogue de services pour le réévaluer. Il y a plusieurs points importants qu'il faut réévaluer, parce que les priorités au niveau du système d'information, elles ont évolué, de fait, elles ont évolué, dirons-nous. Donc, il y a de nouveaux usages qui apparaissent. Je vous parlais tout à l'heure de la partie collaborative qui explose, bien évidemment, mais aussi il y a peut-être des applications ou des services qui ont de nouvelles dépendances ou des dépendances qui ont complètement basculé. Je vais vous donner un exemple juste après. Donc, en tout cas, les points importants quand on va refaire une passe sur le catalogue de services qu'on délivre aux utilisateurs, c'est premièrement, comment est-ce que le service que je délivre à mon utilisateur, il intervient dans la chaîne de production? Est-ce que c'est un service support ou est-ce que c'est un service qui est vraiment critique pour l'entreprise? Quel est le CA généré par le service? Parce que ça peut permettre de définir la criticité de ce service. Est-ce qu'il fait partie du chemin critique de production? Je ne vais pas traiter de la même façon la page d'accueil de mon service lié à mon comité d'entreprise, par exemple, que mon application logistique, par exemple. Il y a clairement des criticités différentes qui existent au niveau des services utilisateurs. Ensuite, il faut bien connaître l'utilisateur. Combien d'utilisateurs sont concernés par ce service? Et surtout, est-ce que les utilisateurs sont formés? Vous avez peut-être des utilisateurs qui n'étaient pas du tout nomades hier et donc qui utilisaient peu les services collaboratifs. Aujourd'hui, ils sont devenus nomades, donc il faut les aider à utiliser ces nouveaux services. Et enfin, il faut clairement réévaluer les dépendances. Voilà. Est-ce que le service que je délivre, c'est un service SaaS? Est-ce qu'il est hébergé dans mon data center? Et surtout, comment les utilisateurs accèdent à ce service? Je prends un exemple tout simple. Hier, vous aviez un ERP dans votre entreprise qui était hébergé dans votre data center. Les gens peut-être accédaient à cet ERP via en local, parce qu'ils étaient à côté du data center. Ils accédaient via des liens privés à cet ERP. Aujourd'hui, l'ERP il n'a pas bougé, il est toujours dans votre data center. Pour autant, il est peut-être plus du tout accédé via les liens MPLS. Et il est peut-être complètement aujourd'hui accédé via des liens VPN qui sont basés sur des liens Internet. Il faut vraiment se poser la question des dépendances, puisque clairement ces dépendances vont avoir un impact sur la performance que vous délivrez à votre utilisateur. Donc la redéfinition de ces priorités, elle est primordiale, puisque derrière, elle va permettre de réorienter la stratégie de test dont vous avez besoin pour suivre la performance de votre système d'information. Et surtout, ça va vous permettre, en faisant ça,
d'avoir une bonne visibilité, de pouvoir vous adapter beaucoup plus sereinement. Donc, maintenant qu'on a bien bordé le cadre, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec les différentes façons de réaliser des tests de service, que ce soit au niveau métier ou au niveau, au niveau réseau. Je ne vais pas parler de tests sur la partie infrastructure, puisqu'a priori, dans cette crise, la partie infrastructure serveur, elle a pas énormément évolué. Donc, ici, on va parler de deux choses, les tests sur les services métiers et les tests sur les services réseau. Donc, les tests sur les services métiers, il y a clairement plusieurs façons de réaliser, on va dire, de réaliser des tests sur les services métiers. Alors, si vous êtes que sur des applications SaaS, vous pouvez vous baser sur la page de statut du fournisseur. Très souvent, un fournisseur SaaS va vous fournir une page de statut qui va vous permettre de comprendre la performance délivrée par délivrée au niveau de son service. On peut le voir sur Office 365, on peut le voir sur beaucoup d'autres services. Il faut savoir qu'ici, les pages de statut, elles vont être différentes pour chaque fournisseur. Donc, si jamais vous avez 10, 15 fournisseurs SaaS différents, vous aurez 10 ou 15 pages de statut à aller vérifier régulièrement pour connaître un petit peu la performance du service délivré par le fournisseur. Alors, quand vous allez vous baser sur cette façon-là de vérifier la performance de votre fournisseur, ça veut dire que clairement, vous faites confiance à votre fournisseur. Alors, c'est très bien, vous pouvez avoir établi une relation de confiance avec votre fournisseur, mais ici, la performance qui va vous montrer sur cette page de statut, c'est uniquement la performance de son service, on va dire à la sortie de là où c'est hébergé. Ce ne sera pas vraiment la performance qui va être ressentie par vos utilisateurs. C'est pour ça que c'est important d'aller mettre en place éventuellement d'autres systèmes de mesure ou de tests sur les services métiers. Donc ça peut être par exemple le chargement de page sur la page d'accueil du service qui est délivré aux utilisateurs. Ça va permettre de vérifier déjà la dispo de l'application. Est-ce qu'elle est disponible? Maintenant, si votre application elle est un peu plus critique, ça peut valoir le coup d'aller un peu plus loin et de mettre en place des tests de login pour vérifier que l'on peut bien se connecter au service avec une certaine performance. Alors ça va être intéressant sur les services SaaS, mais aussi sur les applications on-premise qui utiliseraient des authentifications internes et des choses comme ça. Ça permet de s'assurer que vos utilisateurs peuvent bien se connecter au service. Donc ça c'est un point, important, et c'est ce qu'on a vu. On a vu des clients qui sont venus nous demander la mise en place de tests sur des applications collaboratives parce qu'ils voulaient s'assurer que leurs utilisateurs pourraient bien collaborer ensemble, tout simplement. Et bien sûr, pour les applications très critiques, les ERP, les applications logistiques, ou vraiment les applications fortement critiques, là, il faut aller tester l'application jusqu'au niveau métier pour s'assurer que le service que vous délivrez à vos utilisateurs ou que le service délivré par votre fournisseur SaaS est vraiment au rendez-vous et que la performance ne se dégrade pas. Ça permet de s'assurer vraiment que vous n'avez pas de dégradation de performance dans le temps, que vous n'avez pas d'erreur fonctionnelle. On a pu le voir sur des applications comme Padlet, qui est un système de veille, par exemple, qui peut être utilisé pour faire de la veille, par exemple, où on pouvait se loguer à l'application, mais derrière, l'affichage des données mettait beaucoup de temps à s'afficher. Donc clairement, ça c'est, on va dire, c'est la Rolls du test sur la partie métier, l'expérience utilisateur dans les applications. C'est important ici d'adapter le test que vous allez utiliser en fonction de la criticité de l'application. Puisque un test, quand on va le mettre en place, ça va avoir un coût
de mise en place et ça va avoir un coût de maintenance. Donc c'est important à chaque fois d'adapter la stratégie de mesure ou de test en fonction de la criticité de l'application. Donc si je rentre un peu plus dans le détail sur ces tests d'expérience utilisateur, ici, ce qui est important, c'est clairement que les tests soient faits à partir d'environnements réels. Il convient vraiment de se rapprocher le plus possible de l'environnement qui va être chez l'utilisateur. Donc, si sur les postes de vos utilisateurs, il y a des proxys, il y a des GPO qui sont déployés par l'Active Directory ou des choses comme ça, c'est important de les prendre en compte dans les tests de l'application parce que ça peut avoir un impact sur le service qui sera rendu à vos utilisateurs. Ils doivent clairement représenter les actions les plus fréquentes réalisées par les utilisateurs. Et bon, bien sûr, ces tests-là, ça peut être développé par des entreprises extérieures et maintenu par des entreprises extérieures, comme nous le faisons chez Maltem Insight Performance. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin de déléguer ce genre de test? Tout simplement parce que la réalisation des scénarios peut s'avérer complexe. On peut avoir des authentifications complexes, du SSO, peut-être manquer de temps tout simplement, ou d'expertise, auquel cas ça peut être intéressant de s'appuyer sur un tiers. Donc maintenant, je vais basculer sur la suite, qui est la partie, on va dire, test des services réseau. Puisqu'on voit que clairement, quand on va repasser sur notre catalogue de services, on va voir lors de cette crise du Covid que la partie service réseau devient une dépendance très forte, surtout pour les gens qui sont en hybride, donc avec des applications déployées on-premise. Et donc on voit que les dépendances au réseau sont très fortes, mais aussi les charges ont clairement basculé au niveau des réseaux. Donc il convient clairement de bien mesurer la performance des différents liens. S'assurer que surtout les firewalls vont tenir la charge au niveau des data centers. Clairement, ces briques, elles sont devenues critiques, puisque les flux, potentiellement, parfois, ils peuvent être doublés, puisque les flux, ils vont entrer sur les data centers des entreprises et ils vont repasser par des liens VPN vers les utilisateurs finaux. Donc, ça peut doubler potentiellement les flux sur les firewalls. De la même façon, la partie VPN est extrêmement importante ici à valider. Il faut vraiment surveiller les limites d'un point de vue licence, mais aussi performance d'accès. Donc ça, c'est des choses qu'on a vraiment vécu avec nos clients, qui nous ont, dès les premiers jours, demandé de mettre en place des nouvelles mesures, ou en tout cas de leur donner encore plus de visibilité encore plus de visibilité, on va dire, sur ces briques critiques. On a aussi pas mal de clients qui nous ont demandé de rajouter des tests de service réseau sur, par exemple, la performance de l'authentification en SSO, la performance des proxy cloud, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des points importants qu'il faut vraiment prendre en compte quand on réévalue son catalogue de services. Clairement, ça va avoir un impact sur la façon dont on va mesurer ces services par la suite. Donc, au final, l'objectif de tout ça, c'est clairement pas mesurer pour mesurer, c'est mesurer pour avoir une meilleure visibilité sur la performance globale du système d'information. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision qui va être unifiée pour permettre de comprendre rapidement ce qui est complexe. Clairement, le RP qui était accédé en local ou via des liens MPLS auparavant, qui soit accédé à travers le VPN, il faut commencer à se poser la question vraiment du ressenti réel à la fin, et de pouvoir visualiser ça simplement, c'est clairement un point qui est important. C'est des choses qu'on a vues chez nos clients, des demandes de modification de dashboard ou de cartes de monitoring pour vraiment mieux percevoir tout ce flux de télétravail qui a été mis en place. Avoir aussi des retours réels
sur la performance des utilisateurs, vraiment comprendre ce qu'ils vivent. Et donc, en mettant en place comment dire, des tests dans des environnements réels, on arrive à avoir des informations sur la performance point de vue des utilisateurs. Et donc après, clairement, c'est remonter des preuves factuelles. Alors c'est pas uniquement juste uniquement des délais dans les applications ou juste uniquement est-ce que mon application a des erreurs fonctionnelles ou des choses comme ça. C'est des preuves factuelles que vous allez pouvoir partager avec votre utilisateur, partager avec vos fournisseurs, comme des screenshots d'erreurs, des vidéos d'erreurs ou des vidéos de baisse de performance dans les applications. C'est beaucoup plus simple de contacter son fournisseur et d'ouvrir un ticket ou de partager avec un utilisateur quand vous avez une preuve factuelle comme une vidéo de ralentissement dans une application. Parce que la première question que va vous poser le fournisseur, c'est comment est-ce que je peux reproduire le problème, mais est-ce que ça arrive souvent? Ça va être les deux choses qu'on vous pose tout le temps comme question. Si vous fournissez une vidéo et que vous êtes capable de dire voilà 10% du temps j'ai cette erreur ou 5% du temps j'ai cette erreur, vous allez diminuer le besoin de réaliser des escalades chez vos fournisseurs et vous allez diminuer clairement les réunions de crise en interne. Et bien sûr, ça facilite grandement l'échange avec les fournisseurs SaaS, grandement l'échange avec les équipes en interne, de bien comprendre ce qui est perçu par les utilisateurs. Donc voilà, là on a fait un tour un petit peu sur tout ce que je voulais vous expliquer. Donc quelques recommandations pour lundi matin. Je vais vous laisser digérer le webinaire qu'on vient de voir, mais clairement lundi matin, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous ne l'avez pas déjà fait? Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà fait, c'est réévaluer le catalogue de services et surtout la criticité qui a fortement évolué sur votre catalogue de services et les dépendances. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des dépendances qui ont vraiment muté. Alors, quand je parlais de dépendance, c'est ce que je vous disais, hein, potentiellement, les parties VPN deviennent extrêmement importantes pour toutes vos applications qui seraient hébergées on-premises. Donc, clairement, c'est une dépendance à fortement surveiller. Interroger les utilisateurs sur les nouveaux usages. Potentiellement, vous avez des utilisateurs qui ont déployé de nouveaux usages. Ça peut être très bien pour identifier à la fois les mauvaises pratiques, de leur poser les questions, mais aussi pour partager les bonnes pratiques vers les autres utilisateurs. Clairement, c'est un point important. C'est quelque chose qu'on a fait chez Maltime Insight Performance et c'est quelque chose qui a permis d'améliorer à chaque fois l'organisation autour de ces phases de télétravail. Et ensuite, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous n'avez pas adapté votre stratégie de monitoring ou de test en fonction de ces nouvelles priorités ou des changements, vous avez raté quelque chose. C'est important de mettre à jour votre stratégie de test pour pouvoir tout simplement vous adapter sereinement et être serein sur la capacité de votre SI à gérer cette nouvelle charge ou en tout cas ce déplacement de charge dans le système d'information. Donc j'espère que j'ai été clair. 33 minutes, on est bon, j'ai respecté la règle. J'espère que j'ai été clair, oui. que j'ai endormi personne. Et voilà, on va pouvoir répondre aux questions, si vous avez des questions. Tu as oublié de préciser que lundi matin, il fallait commencer par la visio café avant tout. Oui. Et ça, c'est important. C'est vrai. Il y a en effet, donc merci Julien pour ton intervention et puis de nous laisser du coup le temps de répondre aux questions. Moi, j'aurais une première question du coup d'un des participants. Comment sont choisis ou créés les scénarios métiers? Alors, clairement, ce qui est important quand on va définir des scénarios métiers, on pourrait se dire je vais aller mesurer tout ce qui est possible dans mon application. Mais bon, d'une part, ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut prendre aussi, ça peut avoir un certain coût. Donc là, c'est important d'aller cibler d'une part les actions utilisateurs qui sont très récurrentes. Bon, forcément, la phase de login, ça peut être important sur l'application, mais ça peut être toutes les phases de recherche, d'affichage de fiches clients ou d'édition de devis, par exemple.
Ça peut être aussi toutes les parties, tous les actions qui vont mettre en jeu des actions très critiques. Par exemple, quand on pense à, à des sites e-commerce, par exemple, ça va être s'assurer que le panier d'un utilisateur, il va pas être perdu lorsqu'il va se loguer. Juste comme ça, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement, hein, sur des sites e-commerce. Donc c'est vraiment ce genre de cas-là. Et bien sûr, tout ce qui a pu être remonté par les utilisateurs et qui peuvent être des frustrations ou des irritants. D'accord. Une nouvelle question. Tout à l'heure, tu parlais d'interroger les utilisateurs, mais qu'est-ce que tu préconises? Quelle méthode? Par le biais d'un questionnaire, par le biais de questions directes? Est-ce que tu as Alors un nous process on l'a fait de à donner? manière assez ouverte, mais parce qu'on va dire on est à un nombre assez réduit, on est une vingtaine, on est 20-25 dans l'entreprise, donc on l'a fait sur des sessions où on était tous connectés ensemble. Après, ça peut se faire par équipe, ça peut se faire par un questionnaire. Il y a plein de solutions SaaS, hein, qui permettent de faire des questionnaires, hein, comme ça peut être des doodles, ça peut être des questions via les systèmes de Google Forms ou des choses comme ça. Donc clairement, ça peut être ce genre de choses qui sont utilisées. Très souvent, ça va être les questions informelles, hein, qui vont amener le plus d'informations, hein, plutôt qu'un questionnaire très cadré avec 10 questions ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est vraiment important ici de ne pas penser qu'on a la connaissance de tout le système d'information. Il y a une grande transformation qui s'est jouée. On va se rendre compte que nos collaborateurs, ils ont fortement gagné en autonomie sur l'utilisation de ces outils à distance. Donc, clairement, il y a plein d'usages qui peuvent s'être créés et qu'on ne connaît pas, quoi. Merci Julien. Nouvelle question. Au niveau de l'intérêt des vidéos, et notamment par rapport à ce que tu as expliqué tout à l'heure, est-ce que ça génère pas trop de charges sur le réseau, les applications? Alors, premièrement, donc l'impact sur le réseau de remonter des preuves factuelles comme des vidéos, des screenshots ou des résultats de mesure assez importants, ça n'a pas des impacts très forts, puisque généralement on va remonter des vidéos ou des screenshots que quand on va avoir des erreurs sur l'application. Donc c'est des impacts plutôt faibles et c'est très faible en regard de l'usage des applications. C'est clairement une portion très très faible, hein. Ça doit représenter peut-être moins de 1%, moins de 0,5% du flux applicatif global d'une application. Donc ça n'a que très peu d'impact, mais surtout, il faut le mettre en regard de l'intérêt que ça a. Quand on a une preuve factuelle comme une vidéo, on peut vraiment partager très facilement avec son fournisseur. Nous, on a des clients qui mesurent la suite Office 365 de cette façon-là et ils partagent les vidéos de problèmes de performance qu'ils ont directement avec le support d'Office 365. Ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps, quoi. Il y a vraiment toutes les étapes de l'erreur n'est pas arrivée ou j'arrive pas à reproduire qui est bypassé et vraiment on gagne beaucoup de temps, quoi. D'accord. Et alors, il y a une question par rapport enfin, est-ce que du coup, vous avez beaucoup de réfractaires, notamment vis-à-vis des plus seniors? C'est une question qui vient d'arriver. Euh, alors, c'est une bonne question, mais alors je vous avoue que nous on n'a pas trop ce cas-là en interne. Déjà, on n'a pas trop de seniors. En plus, il y en a peut-être qui m'écoutent là, donc je vais rien dire. Non, 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 ça se passe vraiment très bien. Il y a pas de, je comprends tout à fait, hein, les gens qui peuvent être réfractaires à l'utilisation de nouveaux outils quand on bascule en télétravail. Je dirais que les gens ils vont être réfractaires parce qu'ils n'ont pas été accompagnés. Donc c'est clairement ce qu'on a dit au début, c'est former, partager les bonnes pratiques. Former, c'est pas juste expliquer comment ça marche. C'est vraiment expliquer le gain qui va être récupéré par les utilisateurs. C'est vraiment qu'est-ce que ça va leur apporter. Euh, Clairement, nous en utilisant Teams, on a découvert des fonctionnalités qui pouvaient nous faire gagner beaucoup de temps, quoi. Donc c'est vraiment important de partager ces bonnes pratiques et de former les utilisateurs. Il faut prendre ce temps. Forcément, nous au début, on a eu des quelques grains de sable dans les rouages, mais une fois qu'on a mieux partagé sur la façon d'utiliser les outils, ça s'est beaucoup mieux passé.
Moi, j'ai une question, Julien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de monitorer des services SaaS? Alors, on peut avoir d'autres façons de monitorer des services SaaS. Il y a d'autres solutions qui peuvent consister à avoir des agents qui sont déployés sur chaque poste utilisateur ou des choses comme ça. Il y a un intérêt, c'est que vous allez avoir la performance pour chaque utilisateur. Donc ça peut être très très intéressant. Par contre, il y a une problématique avec ces tests-là, c'est que vous n'avez pas des tests 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que vous allez pouvoir identifier un problème qu'à partir du moment où le premier utilisateur va se connecter à l'application. Donc il y a d'autres solutions, mais nous clairement, c'est pas ce qu'on préconise pour nos clients. D'accord. Il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que tu aurais des noms de produits pour les tests de services que vous avez utilisés? Ça, c'est une nouvelle question. Alors, moi, je vous recommanderais clairement le produit Maltem Insight Performance, hein. Non, mais voilà, nous, on est éditeur de logiciels. On déploie ces technologies de mesure de services métiers depuis très longtemps, et nous on a créé un framework qui nous permet d'aller tester aussi bien des applications SaaS récentes avec des authentifications peut-être un petit peu complexes parfois comme du SSO ou des authentifications à double facteur, mais on est capable aussi d'aller mesurer des applications en client lourd avec la même solution. Et surtout, on va très souvent accompagner nos clients pour développer ces scénarios. Donc, on va développer ces scénarios, on va les maintenir en conditions opérationnelles. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on déploie principalement en mode service managé, mais sur la fin d'année, on devrait pouvoir fournir la solution pour que les clients soient plus autonomes et puissent créer eux-mêmes des scénarios. Donc là, je vous recommanderais plutôt notre solution. Après, il y a une foultitude de solutions qui existent sur le marché pour aller mesurer la performance de service, mais je ne peux pas vous dire qu'ils sont meilleurs que nous. Voilà. Désolé. Je suis obligé de vous dire qu'on est quand même très bon et qu'on a des équipes expertes sur le sujet. Nous, on n'a pas découvert la mesure des services métiers il y a 4-5 ans. Nous, ça fait 7 ou 8 ans qu'on déploie ça chez nos clients et qu'ils utilisent ça de manière opérationnelle. Donc, si vous en avez besoin, je vous recommande de nous contacter. Mais du coup, s'ils sont déjà équipés sur le réseau, pour finir. Alors, s'ils sont déjà équipés sur le réseau, c'est pas un problème. Nous, on déploie notre solution de manière complémentaire chez nos clients. On a pas mal de clients qui utilisent par exemple du Datadog pour tout ce qui est infrastructure, ou qui utilisent du Centréon aussi pour tout ce qui est mesure d'infrastructure. C'est des choses qui sont très très déployées. Nous, notre solution aujourd'hui, on a pris le parti depuis quelques années de créer des connecteurs avec ces solutions-là. Donc, si vous êtes déjà équipé pour le réseau, c'est pas un souci. Nous, on vient là juste pour le ressenti utilisateur, et vous pouvez aller pousser vos données dans Datadog ou dans Centréon. Il y a des connecteurs qui existent. D'ailleurs, chez Centréon, c'est l'objet de la sortie de leur nouvelle version qui est sortie cette semaine. Si vous regardez leur release note, vous verrez qu'il y a un connecteur avec notre solution. Donc, ça permet aux équipes service desk qui ont déjà une solution en place, tout simplement d'ajouter de la donnée dans leur solution. Et derrière, ils vont éventuellement, s'ils ont besoin de plus de détails, ils pourront basculer sur notre solution, mais ils peuvent continuer à utiliser leur solution qu'ils ont actuellement. Ok. Merci Julien pour ton intervention et la réponse aux nombreuses questions. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ton intervention, c'est d'avoir permis de bien comprendre en fait comment tester sa résilience IT. Tu as réalisé une présentation synthétique des process à déployer. On n'a pas vu de slide sur la solution Maltem Insight Performance, mais du coup, ça donne envie de la découvrir. C'est la fin de ce webinar, de ce 4e épisode et dernier webinar. Merci à l'ensemble des participants. Merci Julien pour ta présentation et ta participation. Le replay sera disponible juste à la fin de ce webinar. Vous allez le recevoir par mail. Il ne me reste plus qu'à vous saluer. Julien, merci. Je te laisse le dernier mot. Merci à tous, et puis restez chez vous pour l'instant. Voilà. Et la visio café du lundi matin à ne pas oublier. Visio café, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.